Previously on Philosomix. Salut les amis, c'est Lanto Valentine pour Philosomix. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre non pas d'un, mais de deux ingé-sons spécialisés dans le mastering. Avant ça, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, merci de vous abonner et d'activer la petite cloche si c'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce en l'air si mes vidéos vous plaisent, et de partager puisque c'est très important pour l'avenir de la chaîne. De plus, vous pouvez maintenant soutenir concrètement la chaîne. Pour le prix d'un café, vous pouvez acheter mon single qui vient de sortir, qui s'appelle Faire du bruit. Je vous mets le lien dans la description. Merci beaucoup. Allez, du coup, on part pour Liège, retrouver Roger Roland et Alf. Alors, on peut parler de la guerre du volume et des choses comme ça, enfin, les gens en reviennent un peu, mais... Ouais, qui est un peu terminé. Hein. Qui est un peu terminé, mais il y a encore des gens qui résistent, hein, qui vivent sur une île déserte et qui... Tu sais, parfois tu as des gens qui... C'est comme ce japonais qu'on a retrouvé 40 ans après la guerre dans les îles, dans les Philippines. Croyait, ouais. 40 ans après la guerre, il savait pas que la guerre était finie. Il s'était nourri de conserves et il croyait que la guerre était toujours là. Et ben, pour la guerre du volume, c'est la même chose. Il y a des gens qui vivent sur une île déserte et qui ne savent pas que la guerre du volume est terminée. Et on peut leur dire, ils ne le savent pas, c'est pas important. Et il faut pouvoir répondre aussi en faisant le meilleur travail possible, en disant, nous on peut conseiller, mais si tu veux un volume de cochon, qu'on sorte un pâté de... Voilà, on peut le faire. Et ben ouais, de toute façon, à un moment donné, voilà, c'est... Ça a parfois un intérêt. Et ça, il y a une et ça a activité de parfois un conseil, intérêt. mais bon, à un moment donné, les gens, si c'est ça qu'ils veulent... Moi, je me souviens d'un truc, une fois, j'avais un groupe de rock... qui avait une compo qui était la compo en soi était bien, mais l'arrangement était pas tip top. Et puis le gars il me disait ouais mais il faut que ça sonne, il faut que ça tape plus fort et tout. Et bon, et moi c'était un peu mes débuts, donc j'osais pas trop dire ben en fait faudrait travailler certaines choses avant que je puisse moi faire. Donc je touchais, je compressais, je machin, etc. Et il y avait zéro dynamique, ça sonnait mais un truc fort, il me disait mais ça manque de puissance, et j'ai fait mais c'est quoi que t'appelles puissance? Il me fait bah je sais pas moi, un truc comme Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Je fais ok, bah écoute, on va les mettre les deux côte à côte, et je fais écouter les deux titres les uns après les autres, et le sien bah, au niveau volume ça fracassait tout parce que j'avais annihilé toute la dynamique. Mais en fait, ça vient de la compo, quoi, parce que le titre, je crois qu'il est sorti en 91 ou un truc comme ça. C'est la compo qui est puissante, en fait. Voilà. Et Bien entendu. donc le truc de la guerre du volume. On a et tout, régulièrement à un moment donné, des gens qui disent... Et au niveau d'ailleurs, ça me fait penser au niveau de la guerre du volume et tout ça. Est-ce que le streaming, les nouvelles façons de consommer la musique, est-ce que par rapport aux normes qui sont appliquées dans le streaming, vous, ça a changé quelque chose dans votre travail? Ouais. Oui, bien sûr. Les normes de streaming, c'est finalement assez proche de ce qu'on demande pour le vinyle. C'est très étonnant. Un mastering vinyle, on pourrait le mettre directement sur le web tel quel, il sonnerait bien. D'accord. Ok. C'est étonnant, hein. Mais ça permet aux gens de se calmer au niveau du volume, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que sonner fort pour sonner fort, ça n'a pas d'intérêt. Tu peux sonner fort parce que ça a un sens dans la musique. Le volume, c'est avant tout avec ses oreilles, c'est pas avec des nombres. J'ai d'ailleurs publié à ce sujet un article sur Audiofanzine, dans Technique du son mastering, je pense. On peut aller le rechercher, ça parle vraiment de ça. L'intérêt, c'est de mixer avec ses oreilles. Et le volume, c'est un guide, mais c'est un guide général, c'est pas une mesure intégriste. Il faut, c'est une direction. Mais, suivant le style de musique, si quelqu'un fait du jazz, du métal, du hip-hop, de la musique électro, les codes de volume ne sont pas les mêmes. Absolument Bien pas. sûr. Et donc, que le volume soit très compressé et qu'après la chaîne de diffusion le baisse, ce n'est pas un problème, si tu veux une musique très compressée. Ouais, si artistiquement parlant, ça se défend, il y a aucun problème en fait. Ça se défend. C'est juste ça. C'est exactement ça. Mais après, moi c'est un peu ce que je prends, c'est-à-dire que les normes LUFS, je prends ça comme un indicateur. Je regarde, je jette un œil. C'est pas ça qui va me dicter. Je vais pas me dire oh mon dieu je suis à je tape à -8 un LUFS alors que c'est -14 sur Spotify, tout ça machin. Ça me donne une indication, mais si à -8 ça sonne, je m'en fous, c'est à -8 qu'il faut que ce soit, quoi. Mais par contre, c'est un garde-fou. Voilà, c'est ça, c'est une direction. C'est tout. Carrément. Bon, et pour geeker un peu niveau matos, vous avez des beaux joujoux. Quelques-uns, oui. On en a quelques-uns, ouais. C'est notamment moi Qu'est-ce que tu veux voir justement tu disais donc parce que mine de rien monsieur Roger Roland, nous connaissons virtuellement sur Audiofanzine depuis des années et des années,
Et très souvent, dans tes interventions, tu parlais très souvent du Vice. Et Oui, je parle du Vice parce que je le connais et qu'il y a des tas de gens sur Audiofanzine ou ailleurs qui parlent du Vice sans avoir mis le doigt dessus. Et là, ça devient une discussion très difficile. Ça s'apparente aux discussions de café où des gens te parlent des Ferrari contre les Lamborghini. Ouais. Ils n'ont jamais mis le pied ni dans l'une ni dans l'autre. Alors là, on peut fantasmer, ça peut être rigolo de parler de Lamborghini et de Ferrari si on aime les voitures. Moi, je conçois tout à fait ça. Le problème, c'est qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Et sur le Vice, souvent, très très souvent, il y a 100 personnes qui discutent et il y en a 2 qui ont mis leurs mains dessus. Donc, moi, je parle du Vice simplement pour ça. ouais. Maintenant, le Vice, c'est comme le Vice. C'est un super outil. C'est vraiment une machine. D'ailleurs, si on voit dans tous les studios de mastering du monde du Vice, il y a peut-être une raison. C'est le couteau suisse du cutting vinyle. C'est le couteau suisse qui est suisse, d'ailleurs. Oui, pour ça. C'était ça le jeu de mots. Ouais. C'est beau. C'est beau. Ouais. C'est pour ça qu'il coûte cher aussi. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on achète un Vice, on reçoit dans un paquet séparé 2 plaques de Toblerone. C'est vrai? Et chaque fois que je parle de Vice, Daniel Weiss lui-même m'envoie un truc de Toblerone parce que je fais sa pub. Qu'est-ce que tu crois ? Ce serait magique. Non, mais en plus, tu parles à un taré. Moi, je suis un taré de chocolat. Donc là, moi, ce serait magique. Il faut acheter du Vice. Bah oui, c'est ça. Tu le fais passer auprès de ta femme, tu dis à l'achat de 2000 tablettes de Toblerone, on a un Vice gratuit. C'est beau. Ce serait une bonne pub, ça. C'est beau. Et donc il y a ça, Donc, mais il y a. on t'enverra des photos peut-être des machines pour que tu les vois en gros plan, si tu veux. Bah après, moi pour Ou le bien coup, tu veux les voir avec les vidéos. le Vice, je connais. Après, qu'est-ce que vous avez là derrière? Il y a quoi? Il y a un écu, c'est un tube tech derrière que je vois en bleu là. Alors, Le bleu là Ouais, ça c'est du celui-là. Vertigo. Donc ça c'est du Vertigo. D'accord. Le Vertigo, c'est un compresseur VCA. Alors, c'est très étonnant, parce que tu passes n'importe quoi dedans, ça sonne bien, même si tu le règles mal. C'est affreux de dire ça. Maintenant, quand tu le règles bien, il sonne encore vraiment mieux. Mais c'est un truc qui te lie la sauce, et qui est à la fois très transparent quand tu rentres dedans doucement, et quand tu commences à rentrer dedans, il se colore de façon intéressante. Je trouve intéressant le travail sur les transitoires. Ouais, sur les transitoires, c'est vraiment sympa. D'accord. Continue de Et à Alors, côté qu'est-ce de quoi, Roland, là, ben là aussi encore une fois le truc bleu. Ça, c'est un compresseur multiband Voilà, tube c'est tech. ça. Lui, je le connais, lui. Lui, je le connais et lui, je le kiffe. Alors, Je l'ai déjà croisé dans le un studio et je multiband, m'étais bien amusé avec. oui, le multiband, ça permet 2 choses. Ça permet soit de corriger un mixage de balance imparfaite, ça c'est assez simple pour ça, ou ça permet de se faire sonner un mix bien fait de façon beaucoup plus agressive ou plus fort. Tu as facilement du volume avec ce genre de bécane, quoi. Yes. Et je vois aussi, alors au niveau du monitoring, vous avez un Abo 7. Et parce que ça c'est un peu de la tuerie, quoi, pour être précis au niveau de la gestion du monitoring avec le relais, avec les c'est quand même terrible, du beau matos. C'est-à-dire que quand tu utilises un contrôleur de volume normal ou d'entrée de gamme, et puis que tu passes sur la V7, tu as l'impression que tu as changé d'enceinte et que tu es monté en gamme pour tes enceintes. Alors qu'en fait, c'est pas les enceintes, c'est le contrôleur de monitoring qui est tellement transparent. Et puis alors, la V7 permet de faire autre chose qui est extrêmement important pour le mastering, c'est qu'il permet d'écouter le mastering et le mixage au même volume. Bah oui. C'est-à-dire qu'on compare ce qui est comparable. Parce que notre oreille humaine, elle est un peu stupide. Et quand on va écouter le mastering, il va sonner plus fort. Et notre oreille humaine est bête, plus fort égale mieux dans un premier temps. On a l'impression que ça sonne mieux. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Que si tu écoutes à volume comparable, tu te rends compte que ton mastering doit sonner mieux que le mixage. Et puis en plus, tu as du volume, c'est le bonus. Ouais. Mais si il sonne moins bien, tu as perdu en qualité. Que si le mastering sonne mieux en ajustant les volumes, et que tu as gagné en qualité, eh ben, là tu as vraiment gagné, ça veut dire que ton mastering est réussi. Ah, mais j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, parce que c'est le phénomène du c'est plus fort, donc c'est mieux, c'est relou, même quand, ben justement, quand tu mixes, quand tu veux tester un plugin pour savoir s'il est bon ou pas ou quoi, notre cerveau, il se fait avoir, mais en 2 secondes et demie par ce genre de truc, quoi. Il faut y faire hyper attention, quoi. Et il y a de tas de presets de plugins
qui subtilement te mettent un peu plus de volume quand le plugin... Subtilement ou Ou pas subtilement. 6-7 dB. Ouais, ou 6. Voilà. Donc là, les gens se disent, ah oui, ça sonne mieux avec ce plugin-là. Mais non, malheureux. Ça a juste des dB en plus. Ça sonne un peu plus fort. Donc il faut toujours... Ça, c'est vraiment le conseil qu'on peut donner aux gens, c'est d'écouter à volume comparable, même en mettant un seul plugin. À la limite, ils mettent la piste avec un plugin et la même piste sans plugin. Et ils ajustent les volumes si besoin et puis ils comparent d'une à l'autre. Ça prend un peu de temps, mais ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on fait. Ouais, carrément. Le mastering, c'est ça aussi. On va sans cesse. Donc, je sais pas si tu vois sur l'écran, il y a 3 pistes en fait. Je sais pas si tu vois ça dans ton. Ouais. Et ben, au-dessus, en bleu, tu as la piste originale. En dessous, en orange, c'est la même piste originale. Et en dessous, c'est la piste masterisée. Et on passe sans cesse d'une à l'autre. On peut écouter le mixage ou le mastering en ajustant les volumes via la VOS7. Et ça permet d'entendre à volume comparable. Et là, on n'est pas influencé par le volume. Ouais, non, mais ça, c'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Et c'est vrai que, malheureusement, Oui, dans pour le le monde du cutting plugin, unit, il y a ouais. effectivement ce truc-là avec les presets de, pour enjoliver un peu la sauce. Et moi, quand je faisais tous mes tests sur AudioFanzine, tous les exemples audio, je faisais toujours exprès de les remettre à volume sonore perçu égal pour pas que l'effet soit biaisé. Et du coup, il y a des gens qui me disaient, ah, mais j'entends pas la différence et tout. Si t'entends pas la différence, c'est que t'écoutes pas sur un bon truc. Mais au moins, là, je vais pas t'avoir en te faisant croire que c'est mieux en jouant sur le volume, quoi. Parce que c'est hyper important, c'est la seule façon de faire. C'est pareil. C'est pareil pour les machines Vice, hein. Il n'y a pas de preset, quoi. Je vais dire, tu dois toi-même trouver, voilà, c'est... Tu sais, toutes ces petites tables de mixage qui ont toute une série de presets, ça peut être intéressant pour créer ou pour te donner des pistes. Mais un preset, ce n'est jamais qu'un preset. Mais oui, quoi. c'est ça. Et chaque musique, parce que tu parlais d'Ozone tout à l'heure, je pense qu'il y a des presets. Et ça peut intéresser les amateurs, parce que comme ils savent pas quoi faire, ils font un preset, ils essaient un autre preset, et puis finalement ils prennent celui qui sonne le mieux, quoi. Il y a même un système automatique maintenant. Oui. Ouais, mais après aussi, souvent, ils se prennent dans le piège de, en fait, tout ce qu'ils font, c'est passer d'un preset à un preset à un preset à un preset à un preset, et puis en fait, ils ont passé leur temps à faire ça, et puis au final, il n'y a pas de résultat. Parce que c'est ça. Voilà. Et t'as ni appris. Parce qu'il n'y a pas de preset pour ta musique. C'est les travers qu'on a tous, c'est humain, hein, qu'on a au début. C'est comme quand je sais pas, moi, c'est comme si moi je me mettais à la cuisine, je sais pas du tout cuisiner, je vais prendre une recette et puis si elle me va pas, je vais essayer une autre recette et puis machin, mais j'aurais pas appris à faire quelque chose réellement, quoi. Voilà. Tandis que le cuisinier, lui, il connaît les recettes, et il a ses propres recettes, et puis il sait quand il lit, interpréter, etc. Et ça s'appelle le métier, mais ce qui est parfois un peu rigolo dans notre métier, c'est qu'on a l'impression que c'est pas un vrai métier. Eh ben si, on est allé à l'école, on a travaillé nous-mêmes, on a appris, et les années d'expérience font, voilà, c'est comme le garagiste qui débute ou le garagiste qui a 20 ans de métier, souvent celui qui a 20 ans de métier, il aura plus d'expérience. Et l'expérience, ça sert. C'est pas parce qu'on fait un métier qui a l'air sexy de l'extérieur que tout est génial tout le temps. Alors, ça, il faut expliquer aux gens. Figure-toi que c'est rigolo parce que c'est le genre de truc que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte de ça pas plus tard que lundi. Lundi, c'était la fête de la musique. J'ai sonorisé un concert. C'était la première fois depuis 20 ans que je bossais. D'habitude, la fête de la musique, c'est pas un jour où je bosse. Mais bon, on l'a vu les circonstances. Il y avait un contrat, je l'ai pris et c'était bien cool d'ailleurs, je me suis bien régalé. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des amateurs qui sont passés avant et c'était chouette ce qu'ils faisaient. Mais c'est là quand même, je me suis dit, ah mince, ouais, en fait mon métier c'est quand même un métier. J'ai pas travaillé tout ce temps pour rien parce qu'il y a quand même il y a quand même une différence entre ce que ils font et ce que nous on fait, quoi. Et c'est pas un jugement de valeur, hein, parce que c'est très bien que, enfin, comme dans tout, c'est pas parce qu'il y a des grands cuisiniers qu'on peut pas cuisiner chez soi. C'est pas, voilà, il y a pas de problème. Exactement. Mais des fois on oublie ça. C'est ça. Des fois, on oublie que c'est un métier et que on a passé tout ce temps et qu'on a acquis un savoir-faire et que finalement, au-delà justement du matos, quelqu'un qui a des sous, il peut acheter tout ce que vous avez derrière. Mais c'est pas pour ça qu'il saura s'en servir. Ouais. Évidemment. Je peux acheter une Ferrari et la mettre dans le décor très rapidement. Voilà. Et en fait, justement, et on en connaît. Pas les Ferrari. Oui. On connaît des gens qui ont acheté un matériel de malade, de dingue, et qui ne savent rien en faire. Mais en même temps, l'argent permet d'acheter le matériel, il permet pas forcément de s'en servir. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut expliquer aux gens qui débutent, c'est qu'ils ont peut-être intérêt
avant d'acheter du meilleur matériel, à utiliser le petit matériel qu'ils ont au mieux de ses possibilités, parce que là, ils vont progresser. Et quand ils achèteront du bon matériel, ils vont réellement en profiter. Et puis- C'est comme un élève débutant, il va pas acheter la meilleure guitare du monde, sauf s'il a de l'argent, je veux dire, il peut se faire plaisir. De toute façon, il n'aura pas de son, parce qu'il va pas jouer comme il faut jouer, quoi. Bah ouais, mais c'est ça. Mais voilà, là, on rentre dans la philosophie. Oui, non, mais C'est bien pas sûr. notre Mais métier. ouais, mais c'est important parce que, et encore une fois, si les gens ça les intéresse, eh ben justement, il faut bien commencer à un moment donné, et donc qu'ils y aillent, qu'ils commencent, c'est très bien. Et comme tu dis, avec du matériel qui est cohérent avec leurs moyens, mais ça va pas c'est pas le matériel qui va freiner leur apprentissage. C'est pas vrai. Et, Pas du tout. Non. et du coup, il faut bien commencer et tout ça. Par contre, voilà, c'est de véritables métiers, donc ça demande un investissement en temps qui est pas anodin. Et si les personnes à la base c'est juste pour leur musique, et que en réalité ce qu'ils kiffent c'est faire de la musique, continuez à faire de la musique et allez bosser avec d'autres et faites intervenir des gens, parce que déjà vous ferez travailler les gens, vous rencontrerez des gens qui sont passionnés comme vous et ça va faire des échanges et c'est génial. Et voilà, mais parce que moi je sais que j'ai commencé comme ça en fait. Moi si tu veux à la base je suis musicien, chanteur, compositeur, guitariste tout ça, et j'ai commencé à faire ça pour moi à la base. Et puis un jour il y a des potes qui m'ont dit t'as un peu de matos, tu peux nous enregistrer. Je dis ok. Et puis c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait ouais ça me plaît aussi. Et c'est là du coup que je me suis dit je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose. Et je me suis découvert finalement une nouvelle passion, enfin comment dire, une passion à l'intérieur de ma passion, quoi, tu vois. Et c'est super cool. Mais par contre, la réalité, c'est que de fait, je fais moins de musique perso parce que je bosse sur la musique des autres. C'est normal, c'est comme ça. Voilà, oui. Tu as choisi ton camp. C'est ça. Et les journées font 24 heures. Voilà, c'est ça, oui, on peut pas. Oui. Bon, et Moi, j'ai su enregistrer avant de savoir lire et écrire. C'est la vérité. Hein. Je me baladais chez mes parents avec un enregistreur à bande d'une marque que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît, et je trouvais ça fabuleux. Vraiment, mais parce que c'est fabuleux, c'est de la magie quelque part. C'est de la magie, oui. C'est de la magie. Et les bandes, c'est encore plus magique. Sinon, on continue autour du Allez, lit. allez. Pour terminer. Ouais. Danser. Faire du bruit. Faire du bruit. Nous sommes très motivés. Motivés.